Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Il y a 50 ans, il fallait être fou pour croire aux extraterrestres. Eh bien aujourd'hui, il faudrait être fou pour ne pas y croire. De célèbres astrophysiciens, André Braic et Jean Audouze, viendront nous expliquer pourquoi en fin d'émission. Je n'ai cessé de le répéter depuis le début de cette émission. Il y a 50 ans, quand vous avez commencé tous les deux votre carrière d'astrophysicien, il fallait être un peu fou pour croire à l'existence des extraterrestres. Non, on y reviendra. Et aujourd'hui, il faudrait être fou pour ne pas croire à la possibilité de leur existence. Vous allez me dire non aussi, ça trouve, par esprit de contradiction. Ça fait, je vous présente André Braic, vous êtes astrophysicien, on vous doit notamment la découverte des anneaux de Saturne. Neptune. De Neptune. À chaque fois, je me trompe. Et à chaque fois que vous venez, je fais la même erreur, vous avez remarqué. Vous venez de publier Terre d'ailleurs, à la recherche de la vie dans l'univers, un livre plein d'illustrations dont vous allez nous faire profiter dans un instant. Et Jean Audouze, également astrophysicien, vous avez dirigé l'Institut d'astrophysique de Paris ainsi que le Palais de la Découverte et vous venez de publier Les secrets du cosmos. C'est une histoire de l'astronomie depuis l'Égypte ancienne et Babylone surtout jusqu'à la découverte récente de milliers d'exoplanètes, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'est mis à croire aux extraterrestres, de Stephen King aux Chinois, qui construisent en ce moment même le plus grand télescope du monde, 500 mètres de diamètre. Regardez. De la littérature, des films, sur le sujet il y en a eu des centaines. Mais découvrir la vie extraterrestre pourrait bientôt devenir réalité. C'est en tout cas l'idée du célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking. Nous croyons que la vie est née spontanément sur Terre. Donc, dans un univers infini, il doit y avoir d'autres apparitions de la vie. Voilà le coup d'envoi donné pour Breakthrough Listen, le plus ambitieux programme pour trouver un signe d'intelligence extraterrestre. Soutenu par un milliardaire russe, le projet est colossal, 100 millions de dollars. Voilà ce à quoi devrait ressembler le plus grand radiotélescope du monde. Construit dans le sud-ouest de la Chine, ce télescope aura une superficie équivalente à 30 terrains de football. La phase d'assemblage a débuté il y a quelques jours. Cette installation devrait être opérationnelle dans un an et devrait permettre de percevoir des signaux radio encore plus lointains dans la galaxie. Alors, pour résumer, avant, il était quand même assez courant qu'on se croie seul dans l'univers. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu impossible de croire qu'on est seul dans l'univers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le débat dure depuis 2000 ans. Ouais. Il y a ceux qui disent on est seul parce qu'on est les plus beaux, Dieu nous a fait à notre image, etc. Je dis non, Dieu est tout puissant, il y en a partout. Et en fait, en science, on ne croit pas, on observe. Et pour l'instant, si vous me posez la question suivante, y a-t-il des extraterrestres ? Je ne peux vous répondre, nous ne savons pas. Maintenant, on peut avoir une opinion. Et on peut avoir surtout compte tenu des deux grandes découvertes qui viennent d'être faites, voilà. La première, j'ai eu la chance d'y participer, c'est découvrir sur le satellite Encelade, satellite de Saturne, des geysers, des océans d'eau liquide, de l'énergie et de la chimie du carbone. Toutes les conditions pour la vie sont réunies, ça on s'y attendait pas du tout. Et la seconde, trouver une foule d'exoplanètes, nous semble indiquer que la vie doit pulluler dans l'univers. Mais nous ne le savons pas. Et donc c'est la grande aventure des siècles qui vont venir. L'homme a été à l'ouest, l'homme a découvert l'Amérique, l'Océanie, les îles, etc. Maintenant, la découverte de l'univers continue. Il y en a pour quelques millénaires. Et c'est ça la chose importante dans notre société, puisque nous savons tous que la culture, c'est le moyen de lutter contre la violence, contre le chômage et contre l'obscurantisme. D'abord, voyons ces planètes, ces nouvelles planètes dont on parle. Vous parliez des geysers d'Encelade. Il y a Triton aussi, qui est un satellite Europe, qu'on va voir Triton, exactement. Ganymède, Callisto, Voilà. Encelade. Toutes les conditions pour la vie sont réunies. Je ne vous dis pas qu'il y a des dauphins et des baleines là-bas, mais on va aller voir, priorité des missions de l'Agence spatiale européenne et de l'Agence spatiale américaine, la NASA, 2020-2030, on va voir ce qui se passe. Il fait analyse. Trouvera-t-on des microbiologistes ou des microbes ? Je ne sais pas. Mais déjà sur la comète, le noyau de la comète qui a été visité par Rosetta, nos collègues d'Orsay ont trouvé, avec Philae, ils ont trouvé des molécules pré-biologiques, c'est-à-dire pas de l'ADN ou de l'ARN, mais déjà des molécules avec lesquelles on pourrait faire des molécules biologiques. Donc, l'idée qu'il y ait des petits grains de vie partout, pour moi, me paraît assez évidente. Oui. Mais alors là, on parle encore de planètes qui sont relativement proches de nous. Si on parle des exoplanètes, c'est-à-dire hors du système solaire. Proche de nous, quelques années-lumière. Quelques années-lumière. Donc voyons, par exemple, Osiris. Là, voilà, la zone qu'on explore en ce moment, c'est celle-ci. On a réussi à explorer cette zone en orange. Ouais. Et nous savons actuellement qu'il y a quelques milliers de milliards d'étoiles et qu'il y a beaucoup plus de planètes.
beaucoup plus de planètes que d'étoiles. Avant, on croyait le Absolument. contraire. Et c'est un petit sondage d'opinion, c'est-à-dire qu'on a vu quelques milliers de planètes. Vous interrogez quelques milliers de gens dans la rue à Paris, on vous dit qu'il sera élu président de la République. Ben, c'est pareil, on a regardé quelques étoiles et on a trouvé plein de planètes. Et de toutes. Il y a des grosses, il y a des petites, il y a des froides, il y a des chaudes, il y a des près, il y a des loin, etc. Cette diversité est si grande que ça serait bien le diable ou avoir un nombril d'une taille démesurée pour croire que nous sommes seuls. Oui, justement, il y en a certaines dont vous parlez dans votre livre, Jean Audouze, il y a Osiris, par exemple. Oui, Osiris, c'est la première qu'on a vue par la méthode des transits. Elle ressemble exactement à la Terre, en fait. Non, elle est plus grosse, c'est un Jupiter. C'est un Jupiter, mais Osiris. sinon, les conditions sont les mêmes. Pas tout à fait, non. Les conditions sont plutôt celles qu'il y a sur Jupiter, c'est-à-dire une enveloppe nuageuse assez importante. Alors peut-être qu'il y a de la vie, mais enfin, il faut aller profond pour aller... Ce qu'on voit est un dessin d'artiste, c'est pas la réalité. Oui, évidemment, on ne les voit pas en réalité directement. On les reconstruit. J'ai intitulé cette rencontre « Comment ne pas croire aux extraterrestres ?» pour une raison simple. Vous l'avez dit, on sait maintenant qu'il y a bien plus de planètes que d'étoiles. Il y a des milliards de planètes. Parmi ces milliards de planètes, on en a vu de plus en plus nombreuses qui remplissent les mêmes conditions que la Terre a remplies pour que la vie puisse y apparaître, à savoir le carbone, l'énergie, l'eau. Chimie du carbone, de l'eau, de l'énergie. Voilà, ça suffit. grosso modo. Donc, la probabilité que nous soyons les seuls dans l'univers est devenue ridicule. C'est impossible. Le pari, le vrai pari, le pari de Pascal de notre époque, c'est dit qu'il vaut mieux parier sur les extraterrestres que de parier sur le fait qu'on est tout seul, quand même. Est-ce qu'on peut parler un peu de temps? La Terre existe depuis 4,5 milliards d'années. Pendant 4 milliards d'années, il n'y a eu que des bactéries. Pendant 500 millions d'années, il y a eu de la vie, des singes, enfin pas tout de suite les singes, des rats, ce qu'on veut. Et l'Homo sapiens, il a 100 000 ans. Et on ne se préoccupe des extraterrestres que depuis 50 ans. 50 ans sur 4,5 milliards d'années, ça veut dire qu'il faut, pour qu'on ait un contact, ou pour qu'on arrive à capter une bouteille à la mer, à mon avis, ce sera plutôt ce genre d'expérience. Eh bien, il faut vraiment qu'on ait beaucoup de chance parce que la fenêtre est très, très, très étroite. Alors, plus le temps. Vous savez que... On va y venir. Oui, pour y aller, vous voulez dire. Oui, les grandes questions qu'on se pose, c'est comment la vie est-elle apparue sur Terre? Comment c'est passé? On n'a pas la réponse. Alors vous avez des textes écrits il y a 2000 ans ou 1000 ans, certains prétendent qu'en s'inclinant bien bas, qu'ils ont compris, mais ce n'est pas la direction dans laquelle se rangent les scientifiques. Et est-ce que la vie, quel est notre passé? Quel est notre futur? Qu'est-ce qui va se passer? Le seul moyen de le savoir, c'est de voir ce qui se passe ailleurs et de comparer. Si vous n'aviez qu'un homme sous la main pour savoir comment il évolue, il faudrait attendre toute sa vie, son enfance, les maladies, etc. Quand vous avez toute une population, vous savez rapidement vous en trouver des en bonne santé, des malades, des jeunes, des vieux, etc. Et vous avez une idée de l'évolution de l'homme. C'est exactement ce qu'on fait en astronomie. Et vous comprenez fort bien que les grandes questions que les philosophes se sont posées, d'où venons-nous, où allons-nous, qui sommes-nous, quelle est notre place dans l'univers, etc., et qui conditionnent beaucoup de choses en sociologie, en politique, en métaphysique, etc., nous sommes en train d'y répondre grâce à la science et grâce à l'astronomie. Aujourd'hui, évidemment, quand on pense vie extraterrestre, quand on est un astrophysicien comme vous, on sait très bien qu'il pourrait avoir pris n'importe quelle forme et qu'il ne serait même pas forcément intelligent, d'ailleurs. On sait que ça doit être des cellules. On sait qu'il y a une chimie de carbone donnée, que le silicium, c'est moins favorable. Il y a des contraintes. Il y a des choses qu'on partage, que nous partageons avec les animaux, les cellules, etc. Mais quant à la forme qu'il prendrait, et quant à la manière dont l'évolution a... Ça, on n'a aucune idée. Et le seul moyen, c'est d'observer, ou d'y aller, ou de téléphoner. Et c'est ce que nous démarrons pour l'instant, et tout va dépendre des moyens qu'ont mettent les différents gouvernements. Mais alors je pense qu'on peut être très confiant sur le fait qu'on va observer des nombres... On a commencé à voir des terres, je veux dire, la première a été faite à l'Institut d'astrophysique en 2006. On a découvert une planète qui avait 5 fois la masse de la Terre, et puis ça augmente de plus en plus. Alors moi je pense qu'effectivement, dans 5, 10, 15 ans, on va en avoir des milliers. Mais le problème, c'est que la majorité d'entre elles se trouvent assez loin. Voilà, on y arrive. Voilà. Et donc, pour faire coucou, par exemple, on va prendre la dernière, dont on a parlé le 24 juillet de l'année dernière. Eh bien, elle a été découverte dans la constellation du Cygne. Elle est à 1400 années-lumière. Alors, si on fait... Supposons qu'aujourd'hui, vous dites... Hello les gars, eh bien ça prend 2400 ans. Pour qu'ils vous répondent 1400 ans, 2800 ans, il faut trouver des gens dont la durée de vie est de 2800 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, André Braic? Non, ça paraît impossible sur le coup, mais en fait, ce qui va se passer pour la suite, c'est prenons quelqu'un qui a 1000 années-lumière. Bon,
peut pas y aller, on peut pas y aller à la vitesse de la lumière. Mais imaginons que des gens y aillent physiquement. Je parle pas du coup de téléphone. Oui, y aillent. vous ou moi. Alors moi sur Terre, je reste et il va s'écouler 2000 ans. Et si on faisait un aller-retour, ça fait un aller-retour en 2000 ans. Mais celui qui est dans la sonde, qui lui va se déplacer, il va se passer ce qu'on nous a appris Einstein avec la relativité générale. Le temps ne s'écoule pas de la même manière pour lui. Mais il faut et en qu'il aille quelques vite, dizaines d'années, il ira. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut C'est comme qu'il la aille découverte de l'Amérique. très vite. Quand les immigrants sont partis en Amérique, ils ne revenaient pas. Ils quittaient l'Europe, ils fondaient une famille, ils fondaient quelque chose. Eh bien, ce qui se passera si les hommes se déplacent, on pourra envoyer des gens qui arriveront de leur propre vie, ils fonderont quelque chose, mais ils ne reviendront pas. D'ailleurs, entre nous, il y a des gens qu'on enverrait très bien, très loin, sachant qu'ils ne reviendraient pas, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est dans votre livre qu'il y a cette image qui est quand même assez frappante, parce que c'est la Terre vue de la sonde Voyager. Et alors, comment on voit la Terre quand on est à 6500 Là, vous avez un rayon. 6 milliards et de demi de soleil. kilomètres, hein, c'est ça. Voilà, on est à 100 fois la distance Terre-Soleil actuellement pour ces sondes Voyager. Et donc, vous avez un rayon de soleil qu'on voit en rouge ici. Et la Terre n'est plus qu'un petit point. C'est pas un défaut de la plaque, c'est la Terre. Voilà. Donc, alors qu'on est très près, on est encore dans le système solaire. On est encore dans le système solaire. Alors, près des autres étoiles, on ne voit plus rien. Et si on regarde de l'extérieur, on va voir Jupiter, on va voir Saturne, celles qui sont les plus grosses. La Terre est difficile à repérer. Mais, dites-vous qu'on va lancer bientôt dans l'espace des télescopes géants qui, par des méthodes appelées d'interférométrie, en les combinant, seront capables de photographier et l'étoile et la planète à côté. Puisque la difficulté, une planète n'émet pas de lumière, c'est comme placer une bougie à côté d'un phare de marine. Si vous regardez pas longtemps, vous voyez que le phare, et si vous regardez longtemps, vous êtes ébloui par le phare. On voit pas Les astronomes ont occulté la lumière de l'étoile et là on voit les planètes. Mais d'autre part, André a raison, les planètes de la taille de la Terre, on va en voir à profusion. Vous connaissez la formule de l'année cosmique, hein. Le Big Bang arrive le 1er janvier, la Terre naît en septembre, les dinosaures arrivent le 10 décembre, ils meurent le 20 décembre, et puis, comment dire, l'homme une seconde. Une seconde. Avant minuit. 10h30, on commence à avoir des Néandertals, des choses comme ça. Oui. Enfin, voilà. Moi, je crois plus à la bouteille à la mer. C'est-à-dire que le message. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'humanité en envoie beaucoup, avec justement ces grands télescopes, et que nous, on aille à la pêche. Et là, peut-être qu'on arrivera. Là, je crois plus à la bouteille à la mer qu'à la poignée de main. Qu'à la poignée de main, oui. Nous, scientifiques, avons compris que la vie n'est pas un miracle. La vie, simplement, c'est une conséquence naturelle des lois de la physique et de la chimie. Parce que la vie, donc, ces lois sont appliquées ailleurs. Il ne faut pas oublier que la vie, c'est le carbone. Le carbone, c'est un élément extrêmement abondant à l'échelle de l'univers. Faire des molécules compliquées dans des milieux extrêmement austères ou très froids, très chauds, grande pression ou pas de pression, on fait des molécules très compliquées. Donc moi, je suis partisan de ce qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire qu'il y a des petits grains de vie qui flottent un peu partout. Ils se fixent sur une planète de la taille de la Terre et alors ils se mettent évidemment à évoluer, mais alors ça prend du temps. Je trouve qu'on a beaucoup de chance en ce moment parce que pratiquement tous les mois, tous les ans, il y a quelque chose de formidable qui se passe dans le ciel. Et je crois que c'est pas fait. Là, André a tout à fait raison. Les machines, les plus grosses machines, ne sont pas encore arrivées à fonctionner. Et je pense que les jeunes, moi, j'encourage les jeunes à vraiment faire ce métier parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Et en plus, nous avons un salaire astronomique, donc c'est merveilleux.